Ça va, Taous? Ça va très bien et toi? Mais très bien. Bonjour. Donc on le disait, t'es autrice, podcasteuse, conteuse même, j'ai envie de dire. Écoute, Bah voilà, spécialisée dans le genre et dans l'horreur. Donc on va commencer par un truc très basique, c'est qu'est-ce qui t'a donné le virus? une supervision parentale assez légère quand j'avais 3 ans, car je suis née en 1987 et à cette époque-là, la vie n'était pas la même. On nous mettait beaucoup devant la télé pour avoir la paix. Donc c'est ce que mon père a fait lors d'une soirée pendant laquelle lui il s'amusait avec ses potes dans le salon. J'étais seule devant la télé vers 23h à 3 ans et j'ai découvert Le Retour des morts vivants et j'ai adoré. Alors il se trouve que c'est une comédie donc c'est normal, mais j'en ai parlé à mon père qui est venu voir au bout d'un moment ce qui se passait et pourquoi sa fille était en train de s'esclaffer dans la salle d'à côté. Il m'a expliqué ce que c'était qu'un film d'horreur et j'ai dit c'est cool, j'en veux toutes les semaines. Et à partir de ça, j'ai plus jamais arrêté de chasser ce frisson et d'essayer de le retrouver à travers des fictions diverses et variées et des balades dans les bois après minuit. Mais t'as eu peur ou pas? Ou c'était juste fun? C'était fun jusqu'au premier traumatisme quand j'avais 8 ans avec Chucky 2. Et c'est là que j'ai compris que les restrictions d'âge, c'était pas juste pour faire joli. Il y avait une raison pour laquelle une enfant de 8 ans ne devait pas regarder Chucky 2. Alors il y a le côté spectatrice, je regarde, ça me plaît, je kiffe. Et puis après, il y a eu le côté je travaille dedans. Je travaille cette matière, j'en parle, je l'analyse. Et ça, c'est venu comment? C'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment une espèce de déformation narcissique du fait d'avoir été seul pendant longtemps. Tu sais, le fameux cliché de l'enfant qui est seul avec sa passion au fond de la cour et qui a personne à qui en parler et qui se dit bah c'est pas grave, je vais ouvrir un blog. Et de fil en aiguille, on se retrouve dans des événements comme ça. Mais c'était vraiment juste venu de cette envie de partager cette passion et d'avoir des gens avec qui partager cet enthousiasme parce que c'était un peu difficile de trouver des gens avec qui je pouvais dire mais si, les tripes qui volent et tout. Mais c'est une vraie métaphore sur le consumérisme. Et en fait, oui, il y a vraiment plein de choses. C'est hyper puissant, c'est hyper profond. Et en même temps, c'est aussi juste fun. Et ça fait pas de nous des psychopathes, du tout. C'est ce qu'on répète tous les jours dans l'expo depuis vendredi dernier. Je profite que tu as utilisé le mot métaphore pour reprendre une phrase que tu mets dans ce livre génial qui est une sorte de journal intime / ma passion pour l'horreur / analyse journalistique et que c'est voire politique, sociétale du genre. Qui est écrit avec énormément d'amour, où tu parles de l'exorciste et tu dis de l'exorciste et de ce personnage de jeune fille exorcisée qui gerbe partout, qui dit des gros mots et tout, n'est-ce pas une métaphore parfaite du passage à l'adolescence? Et là, on voit ton regard qui va plus loin que juste l'image dégueulasse de l'exorciste. C'est ça, en fait, je me suis tellement construite avec l'horreur et plus spécifiquement les films d'horreur que ça a été un miroir pour moi et à chaque passage de ma vie, j'essayais de trouver un sens à tout ça. Et comme je consommais essentiellement des films d'horreur, c'est là-dedans que je l'ai trouvé. Et c'est vrai que quand on compare les symptômes de la possession et les symptômes de l'adolescence et de la puberté, c'est assez similaire. Voilà, ça match beaucoup. Et je me suis moi-même demandé si j'étais possédée à l'époque. Et j'étais terrorisée à l'idée de toucher un truc ou de contacter un esprit et que ça se retourne contre moi à ce point-là. Il se trouve que non, ça va, enfin je crois, ou en tout cas on cohabite plutôt bien, donc pour l'instant ça va. Ça m'est arrivé de vomir vert, c'est pas marrant, mais ma tête tient toujours bien autour de mon cou, tout va bien. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors moi j'aimerais bien te montrer un extrait, mais je n'ai pas ma télécommande magique. Donc si c'est possible de me ramener la télécommande, c'est cool, merci beaucoup. Tiens, je vois Marion qui prend les choses en main, Chloé qui essaye de la devancer. Merci. On peut toujours compter sur les meufs. C'est quand même, il n'y a pas de mystère là-dessus. C'est comme ça que ça marche. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans Monstrueuse, que tu reprends de ton film culte ou d'un de tes films cultes, qui est Jennifer's Body. Oh, ping! On a parlé de Jennifer's Body, qui est Hell is a Teenage Girl. L'enfer, c'est une adolescente. Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir, cette phrase? Ça vraiment le jour où je l'ai vu au cinéma à sa sortie en 2009, je sortais tout juste de l'adolescence, mais je suis une éternelle adolescente, donc je le resterai jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait l'effet de quelqu'un qui mettait enfin les mots sur un truc que j'avais ressenti depuis ce passage à la puberté, où en fait je me suis sentie tellement monstrueuse et détestée et détestable, et il y avait toujours un problème et on était hystérique et de toute façon les hormones et ceci et cela et tout est trop à fond.
bah oui, c'est le principe de l'adolescence en fait. Et c'est cool. Et tous ces trucs qui nous étaient reprochés, alors que les mecs, on va leur dire, ouais, bah c'est des mecs, il faut que jeunesse se passe. Et nous alors? Bah voilà, au bout d'un moment, on finit par être des cocottes minutes et on fait n'importe quoi et on mange des gens. Donc pour éviter ça, laissons les adolescentes être monstrueuses à leur façon aussi. Et on mange les gens. Mais oui, c'est ça qu'on fait. Enfin, Alors, pas des gens. il y a un petit souci sur les extraits. Donc le premier, je vais le mimer / te le raconter. Mais vu que tu connais Jennifer's Body par cœur, celui-là, on va s'en sortir ensemble. Donc on est sur la fin du film. Donc Jennifer's Body, est-ce que tu peux le pitcher, Jennifer's Body, pour ceux qui ne l'ont pas vu d'ailleurs? Alors, je vais essayer de faire rapide. Un film génial de Karine Kusama qu'il faut absolument voir. Écrit par Diablo Cody, qui est aussi la scénariste de Juno. Et inspiré d'un titre de Courtney Love, de Hall, Jennifer's Body. Exactement. Et il y a une chanson de Hall dans Jennifer's Body qui n'est pas Jennifer's Body. Ouais. Donc, bref. Quelle histoire de droit. Voilà. Jennifer's Body, c'est l'histoire de 2 adolescentes qui se rendent à un concert dans leur petite ville de Devil's Kettle. Le club où elles sont, qui est juste un bar pourri, prend feu. Jennifer, qui est jouée par Megan Fox, se fait enlever par le groupe de rock en question, qui la sacrifie à Satan pour obtenir le succès de Maroon 5. Quelle drôle d'idée, groupe de merde. Ouais, mais c'était 2009. Ça fonctionne, ils ont du succès, c'est génial, sauf que Jennifer n'est pas vraiment morte et elle revient avec une envie un peu particulière de se nourrir d'adolescents. Voilà, elle a besoin de manger des garçons pour garder son physique de rêve. Et en face, on a Needy, sa meilleure amie, qui est jouée par Amanda Seyfried, qui réalise que sa meilleure amie est vraiment maléfique, et pas juste maléfique comme une lycéenne, mais vraiment maléfique. Voilà, c'est un super film. Et en plus, vraiment, c'est celui que je recommande à toutes les personnes qui disent « Ouais, mais les films d'horreur, j'aimerais bien essayer, mais je sais pas trop ». Allez-y, les yeux fermés. Enfin, les yeux fermés, non, ce serait dommage. Mais allez-y, vraiment. Vous n'allez pas être traumatisés. Vous allez être du côté de Jennifer du début à la fin. Et c'est beau, et c'est drôle, et c'est tendre, et c'est queer, et c'est magnifique. Voilà. Et il y a un principe quand on regarde Jennifer's Body, c'est qu'il y a la très belle Megan Fox, et il y a la pseudo-moche Amanda Seyfried, qui en fait est sublime, mais là, elle est beaucoup plus jeune. Alors évidemment, ils lui ont mis des lunettes. Bon, c'est la geek de service, needy, quoi, quelqu'un qui a besoin. Et leur amitié se délite au fur et à mesure que Jennifer dévore de plus en plus, jusqu'à vouloir dévorer le mec de Needy qui n'a que ça au monde. Et à la fin, il y a une énorme engueulade entre les deux filles où Needy va lui dire « Mais en fait, tu sais quoi ? T'es pas si cool que ça. Ça fait 2 ans qu'on n'en a plus rien à foutre de ta gueule et tu te fais vomir pour rester maigre et en fait, t'es une arnaque. » Et il y a aussi ce truc de déconstruire l'amitié naïve entre filles qui est rarement montrée en fiction d'une manière aussi viscérale en fait dans ce film. Ça t'a fait ressentir quoi après avoir vécu justement, être sortie de cette amitié adolescente qui est dure, de voir cette scène? Ça m'a vraiment rappelé toutes mes engueulades adolescentes, parce que j'ai vraiment eu le chic depuis le CP pour me retrouver dans des amitiés fusionnelles où vraiment il n'y avait aucun écart possible. On n'avait pas le droit de se tromper, on n'avait pas le droit de ne pas être d'accord. Et c'était vraiment 2 contre le reste du monde, à tel point qu'il y en a une avec qui j'avais créé un lien qui était presque télépathique. Enfin, on se parlait dans le métro sans dire un seul mot. On avait chacune nos écouteurs et on avait notre propre langage. Et ça, je pense que c'est vraiment inhérent aux amitiés féminines de l'adolescence. Je n'ai pas retrouvé cette intensité depuis, et tant mieux en vrai, parce que c'est bien que les choses soient un peu plus modérées et tempérées. Mais c'est vrai que ce mélange entre amour fusionnel qui peut tourner à la haine vicieuse du jour au lendemain, juste parce que tu m'as marché sur l'orteil, ou alors on a regardé dans la même direction vers le même mec, et d'un coup on se met à s'entretuer. C'est un truc qui est beaucoup utilisé dans les films par les hommes, parce qu'ils ont vraiment ce cliché de « Ah là là, les meufs, elles se crêpent le chignon pour un rien ». Non, c'est pas pour un rien. En fait, on a été mise dans cette position-là par la société, et on a aussi des liens qui sont tellement forts que forcément, dès qu'il y a un truc qui dérape, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Et c'est pour ça que cette engueulade entre Needy et Jennifer me fait beaucoup rire, parce que je l'ai vécu 1000 fois, cette scène. C'est un film très, très réaliste derrière ce côté cannibale dont on a tous rêvé, enfin toutes en fait, un jour. On n'a pas été le voir ensemble, Jennifer's Body? Si.
Anna Brun, décoratrice, chef décoratrice merveilleuse qui a un format court en compétition qui s'appelle La Dernière Heure. Voilà. C'était le moment sororité de cette masterclass. Je parle d'œuvres féministes. Là, on a parlé beaucoup de cinéma, mais en série, c'est quoi ton premier coup de foudre parce que c'est pas du tout la même relation qu'on a avec un film en salle, clair. Même un film dans son salon, et puis une série qui va devenir une amie en fait au bout d'un moment. Dans ce genre-là, c'est quoi ton premier choc? Je suis née en 87, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc forcément c'est Buffy. Voilà, je regardais la trilogie du samedi avec ma mère, c'était notre rituel. Et avec ta mère? Ouais. Oh, c'est mignon. Et oui, après c'est elle qui m'a fait découvrir Supernatural, figure-toi. Mais j'adore. Voilà, parce que justement elle a dit mais si, il y a le mec que t'aimes bien là et il y a des voitures et ça ressemble à Buffy et ils écoutent du métal. Ok, j'arrive. C'est lequel des deux, le mec que t'aimes bien? Dean, ouais, évidemment, parce que je l'avais vu dans Dark Angel. Voilà. Encore une série de la trilogie du samedi. Alors avant ça, en vrai, il y a eu X-Files. D'accord. X-Files, je regardais aussi avec ma mère jusqu'au moment où elle a dit bof, mais on en a quand même regardé quelques-uns. Mais le premier vrai coup de foudre, celle où j'avais des posters dans ma chambre, c'était Buffy. Et pareil, c'est le fait de voir une héroïne comme ça, à l'époque, on n'en avait pas beaucoup. Et moi, c'était exactement ce que je voulais être quand je serais grande, quand j'étais petite. Ouais. Voilà. Et en plus, c'était hyper intense parce qu'il n'y avait pas de replay, il n'y avait pas de rediffusion. Si tu ratais l'épisode, tu ratais l'épisode. Et moi, pardon, spoiler, saison 5, j'ai raté la mort de Buffy. Ah mais non. Eh ben c'est un de mes extraits si un jour je les ai. Mais après je l'ai vu du coup. Oui mais bon c'est pour dire qu'on est raccord. C'est ça. Donc j'ai raté. C'est ma mère qui a dû j'étais en vacances, elle m'a raconté. Elle m'a dit en plus il y a Spike qui tombe à genoux et tout. T'aurais été comme une dingue. Parce que oui, Team Spike évidemment. Voilà, c'est la première série que j'ai suivie religieusement et qui m'a changé la vie. Et après, il y a eu la série télé The Crow. Bien sûr. Voilà, Marc Dacascos, qui était vraiment la version édulcorée du film. Mais bon, j'étais déjà tombée amoureuse de Brandon Lee dans le film, donc il me fallait une dose supplémentaire. Donc on est quand même sur un thème récurrent, toujours. Ouais, je me suis pas trop éloignée. Charmed aussi, j'ai essayé, mais c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus gentillet. Donc je regardais par principe parce qu'il me fallait quelque chose, mais mon cœur a toujours été vers les trucs un peu plus sombres. On est quand même tous les gens comme nous, là, les weirdos un peu comme nous, on remerciera jamais assez M6 quoi. M6 clair. De nous avoir donné la trilogie du samedi, les jeudis de l'angoisse. Enfin, ils nous ont gâtés. C'est M6. Clair. C'était vraiment une autre limonade à l'époque. Ouais, c'était une autre limonade. Ah les jeunes, vous n'avez pas connu ça. Alors il y a un autre truc super important dans Buffy et c'est quelque chose dont tu parles aussi dans ton travail, c'est le travail de représentation à l'écran. Tu parlais de Jennifer's Body comme un film queer tout à l'heure. On a des personnages, des adolescentes lesbiennes. C'était rarissime de voir ça à l'écran et comme... Merci. Et comme par hasard, c'est le genre qui a lancé ça. Mais évidemment, parce que le genre, c'est l'art des marginaux et des laissés pour compte et des pas comme les autres. Donc s'il y a bien un truc dans lequel les minorités se retrouvent assez facilement culturellement parlant, c'est le genre. Et c'est pour ça qu'il est aussi populaire chez les personnes non blanches et chez les personnes queer, parce qu'il y a quelque chose ça dit quelque chose de l'altérité qu'on ne voit dans aucun autre média, à moins de vouloir se farcir un drame MK2 avec une bourgeoise qui apprend à un migrant à faire du violon. Enfin, je ne vois que ça, que des bandes annonces pour ça tout le temps. Ah, mais ça, c'est pas fait pour nous, en fait. C'est fait pour les blancs qui veulent s'acheter une conscience et dire ah là là, c'est noir, ils sont comme tout le monde, en fait. Mais j'en veux quand même pas chez moi. Alors que dans l'horreur, il y a vraiment ce truc de mélange et même si c'est pas quelqu'un qui te ressemble en tout point qui est représenté, dans l'histoire, tu te sens représenté d'une façon vachement honnête et viscérale. Et moi, je suis hétérosexuelle, mais en voyant des personnages queer à l'écran, ça m'a fait du bien aussi parce que déjà, j'ai grandi dans un milieu où j'avais des personnes queer autour de moi, donc ça ressemblait à ma réalité, ça faisait du bien. Et aussi parce qu'il y avait ce carrousel et cette espèce de nuancier d'humanité où je me disais, ouais, en fait, voilà, c'est ça, c'est nous, c'est l'humanité telle que moi je la vois, telle que je la vois autour de moi. Et j'avais besoin de retrouver ça à l'écran et c'est dans le genre que je l'ai trouvé, clairement. On parle de représentation du matin au soir ici à Sérimania, mais on le redit, on le redit pour les scénaristes, pour les créateurs, il faut représenter la Terre entière. On n'est pas monocouleur, ni monogenre, ni mono-rien, donc voilà. Alors, on va regarder un premier extrait, mais je ne sais plus dans quel ordre ils sont, alors ça va être pochette surprise. Ah,
Allons-y. We flatter our men with our pain. Never again. Ah là là. On adore. Ah là là. Le Mais Never Again le plus puissant. Je crois que ça dure 7 minutes son monologue, Ouais, ou un truc comme c'est ça. hyper long. C'est hyper long. Donc Oh c'est là le là. monologue, c'est Penny Dreadful, c'est une série que tu adores. L'actrice Billie Piper, époustouflante dans un monologue, il n'y a pas plus féministe au monde, elle en a vraiment ras le bol de ces connards. Parle-nous un peu de cet extrait et de ce qu'il représente pour toi. C'est vrai, alors on va être obligé de spoiler un peu, hein. C'est pas grave. Désolé, si vous n'avez pas encore vu Penny Dreadful, je crois qu'il est sorti en VOD il n'y a pas longtemps, genre sur Prime ou un truc comme ça. Elle est enfin dispo quelque part, et ça c'est cool, parce que vraiment c'est un chef-d'œuvre que, ironiquement, je n'ai pas apprécié la première fois quand elle était diffusée, que je la regardais semaine après semaine. Je me disais ouais bof. Mais après, alors qu'ils l'ont créé pour toi à la base. Hein. Oui. C'est tellement ta cam. Je peux pas blairer Eva Green. Elle m'a rien fait. C'est vraiment physique. Je pense qu'on a tous nos têtes. Et moi, je suis sûrement la tête de quelqu'un et je le vis super mal. Mais ça arrive. Et Eva Green est une de mes têtes où vraiment Donc il a fallu que je la regarde une deuxième fois pour comprendre à quel point c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et donc le personnage de Billie Piper est à la base une prostituée irlandaise qui décède de la tuberculose, si je ne m'abuse, et qui est ramenée à la vie ensuite par Victor Frankenstein pour servir de compagne à la créature de Frankenstein. Sauf qu'elle se rebelle. Elle n'est pas très d'accord. Elle trouve ça un peu merdique qu'on lui dise sans arrêt ce qu'elle doit faire, pour qui elle doit le faire, pour le plaisir de qui. Elle peut même pas mourir tranquille. Il faut qu'on la ramène pour lui dire maintenant tu vas servir un homme. Non merci. Et effectivement, c'est une série vraiment gothique victorienne, donc c'est déprimant, c'est tragique, c'est plein de gens qui ont très 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 mal depuis toujours et qui naissent malheureux et meurent malheureux et vivent malheureux. Mais il y a une puissance et il y a un feu dans ce personnage et dans tous en fait. Ils ont tous un truc qui les traverse, qui les obsède et qui les maintient en vie et qui les maintient sur le cap sur lequel ils s'engagent dans cette série, qui est extrêmement inspirant. Et c'est vrai que la fois où j'ai vraiment apprécié, le deuxième visionnage, quand j'ai vraiment apprécié ce monologue, j'avais littéralement la chair de poule, j'étais en larmes et je suis allée le chercher pour l'enregistrer, pour avoir la vidéo sur un disque dur et la version texte toujours à portée de main parce que vraiment c'est l'essence de Vénère que j'ai écrit en 2022. C'est exactement ça, c'est ce monologue-là sur le droit à la colère, le droit au non, le droit à la violence. Et voilà, et c'est le genre de personnage féminin que je rêvais de voir sur mon écran, donc je suis heureuse de pouvoir maintenant dire oui, c'est un chef-d'œuvre et j'ai été con au début juste à cause d'Eva Green, c'est vraiment bête. Mais voilà, heureusement, on peut tous changer d'avis. Ouais, moi non plus, je l'aime pas trop, Eva Green. Bon, écoute, on a bien le droit. Là, on a un message féministe très frontal. Tout est dans le texte, c'est même presque trop. Enfin, je veux dire, elle est tellement en colère qu'elle fait vraiment en sorte qu'on comprenne tout ce qu'elle veut dire d'une manière très, très radicale. Mais le genre, c'est aussi un genre. L'horreur, c'est aussi un genre qui nous permet de dire des choses de manière métaphorique, par des images, par des moments. Est-ce que tu as un souvenir d'un moment de cinéma ou de série avec cette puissance féministe, avec cette puissance, comme tu dis, de colère que tu as réexprimée dans Vénère voilà, un moment où tu t'es dit, il était temps. On va cocher une deuxième case du bingo, parce que c'est Ginger Snaps de John Fawcett, qui est sorti en 2000, qui est une histoire de loup-garou. C'est une jeune fille qui se fait mordre par un loup-garou le jour où elle a ses premières règles. Donc les deux séries de symptômes se mélangent et on ne sait pas ce qui relève de la puberté et ce qui relève de la lycanthropie. J'ai découvert ça, c'est une personne avec qui j'avais parlé sur une salle de chat quand j'avais 15 ans, qui m'a dit « Regarde ça, je n'ai plus jamais vu cette personne sur Internet de ma vie. Elle est vraiment juste arrivée dans ma vie pour me dire « Regarde ce film ». Et le jour où j'ai vu ça, mon monde a changé parce que c'était la première fois que je voyais une représentation de la puberté féminine qui était réaliste. Il y a cette fameuse phrase que je reprends dans mon premier livre qui s'intitule « Le grand mystère des règles » et qui parle du tabou des règles. Donc vraiment comme quoi je suis cohérente depuis le début dans ma carrière. Je cite les mêmes films, j'aborde les mêmes sujets. Je ne sais pas ce que je vais faire après ça. Je vais prendre ma retraite, je pense. Il y a un échange entre Ginger et sa sœur dans un magasin alors qu'elle est en train d'acheter des protections hygiéniques.
où sa sœur lui dit mais ça va, c'est juste des crampes, et Ginger qui lui répond alors juste pour ta gouverne, les mots juste et crampes ne vont pas ensemble. Et oui, surtout quand on est dans des cas de figure où la science et la médecine s'en battent les couilles, littéralement, de prendre en compte notre douleur dans ces moments-là. Donc voilà, il y a une représentation que j'aime beaucoup, et il y a un autre moment où elle est en pleine transformation, elle a bouffé quelqu'un, elle est pleine de sang partout, et elle dit je ressens cette douleur en moi et je sais pas si c'est une envie de sexe ou de tout détruire. C'est pareil. Voilà, ça c'est l'adolescence que je connais. C'est effectivement tuer, baiser, je ne sais pas. D'une minute à l'autre ça peut changer, souvent les deux en même temps. Et ouais, je me suis retrouvée dans cette louve-garou, et voilà, louve-garou, succube, cadavre réanimé, c'est mes modèles. C'est très sain comme phrase. Alors donc cette nana qui est apparue par hasard sur Internet et qui a débloqué un truc dans ta vie, est-ce que c'est aussi le travail que tu essayes de faire ? Exactement. Ouais. C'est vraiment 100% ça. C'est cette personne, ce qu'elle a été pour moi, j'essaye de l'être pour d'autres gens, et je passe mon temps à semer des graines en disant regardez ci, regardez ça, écoutez ci, lisez ça. Et c'est ce que je fais dans Monstrueuse aussi. C'est pour ça qu'il y a autant de films qui sont cités, pour essayer de faire en sorte que les gens y trouvent, un, des films qu'ils n'ont pas forcément déjà vus, et deux, beaucoup de matière à explorer, parce que je trouve que c'est frustrant quand on t'en donne que 3. Alors là, t'en prends 50 et amuse-toi bien, parce qu'en plus, il y a 2 listes en plus à la fin du bouquin pour en rajouter un peu. Et en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant au monde que quelqu'un qui aime une recommandation que tu lui as faite et qui revient en disant « Ah, merci de m'avoir recommandé ça, c'était génial ». Vraiment, je me lasserai jamais de ces réactions-là. Si mon travail pouvait consister uniquement à faire des recommandations culturelles dans cette ambiance-là, je serais ravie. Malheureusement, ça n'existe pas encore, mais oracle de l'horreur, il faut le créer. Ouais, j'aime bien moi ça comme principe. En vrai, c'est un peu ce que je fais sur mon Patreon, finalement. Tout à fait. Non, mais c'est un travail de transmission, et c'est hyper important. Et je trouve que c'est d'autant plus important quand c'est de la niche. Oui, parce qu'on s'adresse beaucoup à des gens qui se sentent seuls dans leur passion. Et en venant sur ton Patreon, en te suivant, en lisant tes bouquins, en fait, on trouve une amie imaginaire, une amie qui existe, mais dont on se sent proche, alors qu'on se sent quand même très seul. C'est ça. Et c'est vraiment une validation. Je veux toujours être celle qui dit oui, c'est normal d'aimer ça, c'est normal d'y trouver du plaisir, c'est normal que ça réveille des trucs et des instincts, et que parfois on se dise oh tiens, l'extraterrestre dans Predator, il me fait un peu rougir. C'est normal et c'est super, et j'approuve vraiment. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que moi j'ai découvert dans Monstrueuse, tu sais où je vais, ce qu'est le Harkness Test? Alors, il faudrait que je le reprenne en vrai, parce que je le connais pas par cœur. C'est le Bechdel test du monstre, voilà, quoi. C'est en gros, ça vient de Tumblr. Donc Tumblr, si vraiment vous cherchez une communauté niche et que vous voulez vous sentir représenté, c'est sur Tumblr qu'il faut aller. Moi, c'est là que j'ai trouvé ma famille. Ça vient d'une série, j'oublie toujours comment elle s'appelle. Ah, me regarde pas, c'est ta spécialité. Ouais. C'est une série de Tumblr. C'est vraiment avec. Attends, je la cherche. Jack continue Harkness. Et je la cherche. Ça vous dit quelque chose, Jack Harkness, ou pas? Non, alors c'est pas Doctor Who, c'est le spin-off. Torchwood. Merci, c'est ça, Torchwood. Voilà. Ça vient de Torchwood. Je savais que j'allais trouver des gens ici. Ok, donc ça vient de Torchwood. Et en gros, il y a des utilisateurs de Tumblr qui ont créé un test qui s'intitule, grosso modo, est-ce que je peux baiser cette créature? Et donc, il y a 3 règles, il me semble, Je les reprends. Vas-y. Il y a 3 règles à respecter, et 3 critères, en tout cas, à vérifier. Voilà. Tiens, merci. Je vais vous la lire parce que ça ira mieux que... Alors, comme ça, on veut baiser une créature fictive. Faites-lui d'abord passer le Harkness Test. Question numéro 1. Possède-t-elle une intelligence équivalente ou supérieure à celle d'un être humain? Question numéro 2. Peut-elle parler ou au moins communiquer à l'aide d'un langage? Et enfin, question numéro 3. A-t-elle atteint la maturité sexuelle adaptée à son espèce? Si la réponse aux 3 questions est oui, alors vous pouvez la baiser. C'est une créature non humaine mais sentiente. Vous pouvez donc avoir un rapport sexuel consenti avec elle. Si vous avez répondu non à une ou plusieurs des questions, prenez garde. Ça s'approche de la zoophilie et peut-être même de la pédophilie. Ne la baisez pas. Le langage corporel est une route dangereuse. Comme toujours, prudence est mère de sûreté. Ne vous appuyez sur le langage corporel que si les entités concernées ont essayé de communiquer par d'autres moyens et ont échoué à cause d'une barrière de la langue ou autre situation spécifique. Donc en gros, si elle vous fait « c'est bon »,
Sinon, on se méfie. Donc, c'est pas moi qui ai écrit ces règles-là. Ça vient de Tumblr, où il y a une grande communauté de ce qu'on appelle les monster fuckers, ou les tératophiles, si on veut être intellectuel, qui est donc les gens qui sont attirés sexuellement par les monstres. Donc c'est une grande partie de la population, nous sommes légion, et on est même beaucoup à le réaliser sur le tard, parce que si vous avez été Team Edward ou Team Jacob, vous êtes des monster fuckers. Voilà, pareil avec les stats et Louis. Bienvenue. Et pareil avec Spike. Ah, Spike. Bon, allez. Je ne sais pas. Ah oui. Alors, ça, c'est un extrait, je vais peut-être raconter un peu avant, d'une série qui s'appelle Channel Zero. Ah oui, j'en parle juste tous les jours ici. Dans cet extrait, donc là, on est dans la saison 3, on est sur 2 sœurs qui sont atteintes de schizophrénie, qu'elles ont hérité de leur mère. Et la schizophrénie, dans cette scène, est métaphorisée par un espèce de gros scolopendre dégueulasse qui est dans une boîte. Et on va regarder l'extrait. I want to go back the way I was. Bon appétit, bien sûr. Alors, Channel Zero, c'est si vous avez l'occasion de la voir, c'est une série en 4 saisons, c'est une anthologie. Chaque saison parle d'un trauma ou d'un problème de santé mentale. Cette saison-là, elle est réalisée par la merveilleuse Arkasha Stevenson. Et dans cette scène, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a 2 sœurs et qu'il y en a une qui va se sacrifier en récupérant, métaphoriquement, la schizophrénie de sa petite sœur et qui va la manger littéralement. Et moi, je trouve que dans le genre, le sacrifice féminin, le fait de prendre la douleur des autres, etc., c'est aussi quelque chose qui est très, très bien raconté. C'est encore une fois un thème qui est tellement là depuis toujours et dans lequel on baigne toutes que dans les médias plutôt mainstream, ça va être représenté comme quelque chose de noble et de merveilleux et ça va être humble et manani nanana. Et dans le genre, c'est extrêmement monstrueux, ça laisse des cicatrices atroces, c'est messy, c'est moche, c'est sale, c'est tragique et c'est parfois fait à contre-cœur aussi. Donc maintenant que j'ai l'honneur d'être maman, c'est un truc que je vois différemment encore. Ça m'a ouvert une autre porte sur le genre de ah ouais, quand même, la maternité aussi, il y en a des choses monstrueuses à dire là-dessus. Le sacrifice, on n'a pas toujours très envie en fait. Mais est-ce qu'on a le choix ? Bah non. Donc c'est vrai que là la catharsis prend tout son sens dans le genre parce que c'est tellement un truc qui est intégré en nous, même si on ne l'a pas voulu nous-mêmes, même si ce n'est pas quelque chose vers quoi on tend, où on se dit « Ah oui, bien sûr, je vais être une mère sacrificielle ou une épouse sacrificielle, ou peu importe, ou une fille sacrificielle », il y a toujours des moments où on se retrouve à être obligé de sacrifier des choses, et c'est tragique, et c'est injuste, et le genre met une colère extrêmement légitime là-dedans, que je trouve... c'est presque guérisseur en fait. C'est quoi ? C'est guérisseur, enfin ça soigne. Oui, ouais. Oui, et effectivement c'est notre croix à toutes. Mais je vais profiter que tu aies parlé de ta maternité pour passer à un autre extrait. Avec un peu de chance, il est juste derrière. Eh ben ouais. Waouh ! What do you want to be when you grow up? I am grown up. You're just a kid. So does that make you my babysitter? I never thought about it. Everybody thinks about it. I guess once I had this feeling like, I don't know, something was coming. I didn't know what life was gonna be, but I knew there's gonna be one. Then Jack came and that pretty much killed that. How so? She's messed up. She has fits.
don't know. I thought it was because of this or that, but truth is, What? I think she know nobody want her. Not me, not her daddy. Alors ça, c'est un extrait d'une série, alors je crois qu'on n'est pas d'accord sur cette série, toi et moi, qui s'appelle Monsterland. Ouais, en fait, je l'ai pas vu. En fait, je crois que je l'ai juste pas vu. Oh, ça me fait plaisir de te conseiller à toi l'encyclopédie. Bon, alors c'est une série qui s'appelle Monsterland. Un épisode ou deux et je me suis dit, Eh ben alors, c'est une anthologie géniale et en fait c'est une sorte de road trip américain où chaque ville raconte un conte horrifique à travers une question sociétale. Et dans cet extrait, vous voyez une jeune maman qui a une petite fille qui est hardcore, qu'elle n'arrive plus à gérer. Le père, évidemment, s'est barré, on ne sait pas où. Elle vient de rencontrer ce très joli garçon qu'on a vu aussi dans Kingdom. Et il lui demande, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Et elle dit, mais moi, ça y est, je suis grande, j'ai une fille, et ma fille, elle est insupportable, et je crois qu'elle sait que ni son père ni moi ne la désirons. Et ça, c'est des phrases qu'on entend aussi que dans le genre, c'est-à-dire une vérité, un tabou, quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire, ou dans un genre où tout est permis, on va pouvoir, et on va pouvoir aussi créer un lien avec un public qui n'ose pas dire les choses, aller au bout de son propre tabou et s'en libérer d'une certaine manière. Donc c'est un genre très libérateur. ah mais complètement. Et moi, justement, s'il y a eu genre Babadook, le film Le Babadook, je l'ai vu avant d'être maman et je ne l'ai pas revu depuis. Je ne veux pas parce qu'il est suffisamment là pour que je puisse me le refaire dans la tête et me dire ça n'a plus la même saveur du tout. Et effectivement, c'est que dans le genre que j'ai retrouvé des représentations monstrueuses de la maternité qui n'étaient pas pour autant moralisatrices, où il n'y avait pas forcément une grande résolution merveilleuse à la fin, ou la méchante maman qui est punie à la fin, où c'est plus dans des nuances de gris, parce qu'en réalité, la maternité, enfin la parentalité de manière générale, c'est beaucoup de nuances de gris. Et c'est très très compliqué. Et effectivement, la maternité, surtout quand on est passé par un parcours où on l'a porté dans son corps, où potentiellement ça ne s'est pas très très bien passé, ce qui a été mon cas, où le lien a été difficile à la naissance, etc. Il y a plein de choses qui font que on se sent horriblement monstrueuse parce qu'on est dans le rôle qu'on est censé devoir incarner depuis toujours, même si c'est pas forcément... Enfin, moi, je voulais pas d'enfant à la base. Je suis cette horrible personne qui donne raison à ceux qui disent « Mais tu verras, tu vas changer d'avis. » J'ai changé d'avis, je vous demande pardon. Mais je n'ai aucun regret aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir fait une erreur. C'est-à-dire que quand ma fille est née et que je n'arrivais pas à ressentir d'amour instantané pour elle, sachant qu'elle est née à 7 mois, j'ai accouché sous césarienne, sous anesthésie générale, donc je n'ai rencontré ma fille que le lendemain de sa naissance. Enfin bref, rien n'a été fait pour que je puisse créer du lien facilement. Et je me disais, mais en fait, je ne regrette pas qu'elle existe, mais je regrette d'être sa mère. Ce qui est quelque chose de très différent de je regrette d'avoir eu un enfant. C'est elle, qu'elle existe, c'est génial. Et encore aujourd'hui, maintenant qu'elle a 6 ans et que je vois quelle merveilleuse personne c'est, je me dis le monde est meilleur maintenant qu'elle est dedans. Par contre, il y a eu des moments où je me suis dit le fait que moi je sois sa mère, c'est une erreur de l'univers terrible parce que c'est injuste pour elle, elle mérite mieux. Et ça, c'est très très dur à porter, surtout quand on n'a pas de recul et qu'on est en plein dans la culpabilité, qu'on se déteste, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dit mais je suis en train de traumatiser un être humain qui n'a rien demandé. Elle est là parce que je l'ai voulu et je lui fais payer le fait d'être là, ça n'a aucun sens. Bon, c'est pas à ce point-là parce que heureusement je ne suis jamais tombée, je ne suis pas une mère abusive, tout va bien. Ma fille me dit tous les jours que je suis la meilleure maman du monde. Oh. Ce qui veut rien dire en vrai, mais elle a 6 ans. Mais c'est rassurant pour moi. Mais c'est vrai que voilà, c'est à travers le genre, encore une fois, que j'ai pu voir des choses qui étaient à la fois cathartiques dans le sens très brut de « montrez-moi des mères horribles ». Comme ça, quand le film est fini, je me dis « Ah bah à côté, moi, ça va ». Et des trucs beaucoup plus fins où justement je vois ces nuances de gris et toutes ces possibilités d'échecs, de trucs pas clairs, de trucs pas clean, de « Ah bah là, j'ai pas été... » Ça m'a fait un bien incroyable de me replonger là-dedans et vraiment je recommande l'horreur à toutes les personnes qui traversent une parentalité difficile ou même facile. Voilà. Après il y a des films maintenant que je peux plus voir. C'est dès qu'il se passe un truc avec un enfant, je suis plus là. Laissez-moi tranquille. Laissez les enfants tranquilles. Je ne peux plus le supporter. Mais comme moi avec les chats. Depuis que j'ai mon chat, déjà c'était difficile avec les animaux. Donc maintenant les enfants, voilà, ça rajoute une contrainte.
Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive pas si souvent que ça, en vrai. Donc, je peux me passer de quelques films. Mais ce que tu racontes là sur aussi le fait que d'avoir vu tous ces films et cette culture te permettent aujourd'hui de raconter ce que tu racontes de manière complètement normale et de partager ton expérience, parce qu'aussi tu sais que ça va aider quelqu'un à un moment. C'est ce que tu racontes dans Monstrueuse et tout est dans le titre. Et ce qu'on raconte aussi dans l'expo, c'est qu'il y a toujours un moment dans notre vie où on a l'impression d'être une ordure, on a l'impression d'être dégueulasse, mais même Taylor Swift, dans la chanson Karma, raconte qu'elle se sent comme une géante alors que tout le monde est beau et pas elle alors qu'elle est sublime. Bref, parenthèse. Mais je veux dire, on a tous eu ce moment de monstruosité et vraiment ton bouquin et ton approche du genre montrent une forme d'acceptation, voire de créer une communauté tous ensemble où au moins on sera monstrueux ensemble, mais on ne sera pas seul. Et moi, je me demande toujours si à travers tes podcasts ou ton bouquin sur les règles aussi, c'est hyper important pour les femmes de pouvoir parler de ça, ou en tout cas pour les personnes qui ont des menstruations de pouvoir parler de ça et de voir que des gens le font et qu'elles ne sont pas implosées. Et d'ailleurs, je me suis inspirée de toi en postant vendredi ou samedi que je faisais tout ce festival avec mes règles et que j'avais envie de me pendre et que c'était horrible. Mais c'est important parce qu'il faut libérer la parole. Mais est-ce que tu sens, quand tu fais ce genre de rencontres, quand tu vois des gens dans des dédicaces, est-ce que tu sens l'impact réel de ton travail sur des vrais humains que tu rencontres pour de vrai ? Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ces rencontres aussi, parce que écrire, c'est un métier qui est très solitaire. On est vraiment tout seul avec ses pensées de douche, sans arrêt en train de se retourner le truc et se tripoter le nombril en disant voilà. Et comme je suis d'un naturel très autocentré, c'est important pour moi de sortir de moi aussi, histoire de ne pas prendre la grosse tête et pas penser que je suis le centre du monde. Heureusement, je suis aussi très bien entourée de gens qui n'hésitent pas à me dire redescends, on va se calmer. Et donc rencontrer les gens, ça me permet de voir que j'écris pas dans le vide, je parle pas dans le vide. Il y a vraiment des gens qui font un bon accueil au travail que je fais et qui y trouvent une utilité, qui y trouvent quelque chose de réconfortant. Et c'est ce que je cherchais quand j'étais gamine. C'est vraiment exactement... un des conseils d'écriture les plus bateaux qui existent, c'est écris ce que tu aurais voulu lire. C'est exactement ce que je fais. Donc j'écris pour la Taous de 12 ans, la Taous de 14 ans, la Taous de 17 ans, mais en vrai j'écris pour toutes les personnes qui ont eu ces pensées-là et qui se sont dit est-ce que je suis une énorme merde qui ne mérite pas de vivre, ou est-ce que je suis juste un être vivant tout en nuances et qui a aussi des trucs qui sont un peu moches mais qui peuvent être célébrés. Voilà, c'est ce que j'espère réussir à transmettre. Et dans le pire des cas, si j'arrive juste à transmettre des recommandations de films qu'on trouve cool, ça me va aussi. Voilà. Attends, je regarde l'heure. Alors, on va vous faire passer un micro dans pas trop longtemps pour que vous puissiez poser vos questions à Taous, mais vu qu'on en a parlé au début, on va quand même regarder l'extrait de Buffy. Ah oui. Est-ce qu'il... Non. Ah, Eh ben non, Taous. Oh non, ce sera ta première rencontre sans extrait de Jennifer's Body. Je veux pas voir ça. Âme sensible. What is it? Non, Is it Glory? I'm waiting. The coroner's coming. What? I have to tell Dawn. She's at school. I'll go there. I'm not sure. No, don't. No, it's too late. Joyce? They're coming for her. No, Joyce! we're not supposed to move the body. Ça, c'est pas sympa. Ah bah oui, mais on est des personnes sérieuses, c'est tout. Hein. Donc, un extrait de Buffy que tu disais nous avoir loupé en direct. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui qu'il fut un temps. C'était maintenant ou jamais. Ouais. Parce que là, les méthodes de consommation ont beaucoup changé. Là, c'est vraiment une série pour adolescents qui raconte aux adolescents un des pires traumas qui puisse arriver à quelqu'un. Trauma que tu as raconté toi aussi sous forme de podcast après. Je sais que tu l'as loupé en direct, mais est-ce que tu peux imaginer la réaction? Non, c'est pas ça que j'ai loupé, c'est la mort de Buffy. Ah, je crois que c'était le ça, The Body. je l'ai vu en live et ça, j'ai été traumatisée à vie. J'ai mis des années avant de pouvoir revoir cet épisode. Et moi, je te le remets. Oh, je suis désolée. Je te l'avais dit. C'est vrai? Oui. Putain. Non, mais Bon, ça va, c'est bon. Je suis désolée. Je suis rodée maintenant. Tu sais, depuis que j'ai vu mon propre père mort, maintenant ça va mieux.
Tu vois, à chaque fois, je crois que je vais trop loin, puis tu vas plus loin que moi, donc au final, c'est pas grave. Mais effectivement, ce travail de The Body, tu l'as fait toi aussi à travers un podcast. Tu as parlé de la mort de ton père de manière hyper honnête, hyper réelle et sincère. Est-ce qu'il y a, enfin, là c'est le max du max de ce qu'on peut faire, mais au-delà de cette scène-là dans Buffy, est-ce que tu as le souvenir d'un film ou d'une série ou d'une scène qui t'a permis de vraiment affronter une vraie peur, vraiment un moment où tu t'es dit si je n'avais pas vu ça, j'aurais pas pu passer ce cap-là? Ah, c'est une bonne question. En fait, j'ai pensé à ça clairement quand je me suis retrouvée face au corps de mon père, alors qui est mort en clinique, entouré de médecins. Enfin, je ne suis pas tombée sur son corps mort chez moi, voilà. Mais voilà, il y a quand même ce moment où justement tu parles d'un corps et plus d'une personne. Ouais. Et c'est vrai que j'ai repensé à ce moment-là et la réaction de Buffy quand elle dit elle-même le corps et qu'elle réalise ce qu'elle vient de dire et qu'elle n'a pas dit ma mère et qu'elle n'a pas. Enfin, c'est ce moment de ah oui, donc c'est vraiment juste un corps maintenant. Donc j'ai beaucoup pensé à ça. Après, évidemment, là, à brûle-pourpoint, j'ai du mal à te retrouver des exemples, mais j'en ai certainement plein. Je pense que Dean Winchester de Supernatural vit dans un coin de ma tête à chaque fois que je dois m'embrouiller avec quelqu'un. 7 fois par jour à peu près. Voilà. Non, depuis que je suis maman, je me suis calmée. Ça, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps. J'ai arrêté de me battre pour un oui, pour un non. Voilà. Maintenant, je fais attention parce que si je rentre à la maison avec le nez comme ça et une dent en moins, va falloir que je l'explique à mon enfant. Donc j'essaie de faire attention. Mais c'est surtout dans les questions de sang-froid et de confrontation. Et c'est là que j'en appelle aux personnages fictifs qui vivent dans ma tête. Et à côté de ça, il y a aussi des moments anodins comme des partages de repas ou des moments de parentalité aussi où je repense à des scènes que j'ai vues dans des séries où je me dis ah oui tiens en fait c'était un peu réaliste finalement. Mais c'est des trucs qui me passent par la tête au fur et à mesure. Enfin, comme quand on passe autant de temps à regarder à bouffer des films et des séries, on a forcément une partie de notre cerveau qui lit le monde à travers cette grille médiatique en permanence. Et c'est cool justement d'avoir le privilège de vivre des choses suffisamment riches pour pouvoir en faire la comparaison avec la fiction. Et c'est là où je me dis, en fait, je suis riche. Là, tu vois, j'ai une vie cool parce que je vois plein de trucs que j'avais vus dans des séries où avant, pour la petite Taous qui était pauvre et qui n'avait pas d'amis et qui pensait que sa vie s'arrêterait avant 18 ans, j'ai vécu tellement de choses que je vais me mettre à chialer. Ah bah non. Ah bah non. On était si près du but. Non. Non, c'est vraiment des moments où tu te dis de quoi je vais me plaindre alors que j'étais partie de rien du tout et maintenant voilà, regardez, je suis sur cette scène en train de parler de mes passions et j'ai une fille extraordinaire à la maison et voilà, la vie est belle et on a plein de belles choses à regarder et chaque fois qu'on les revoit différemment à la lumière de tout ce qu'on a vécu depuis. Et je trouve qu'on a vraiment, alors ça va mieux avec notre génération, mais on a vraiment eu cette tendance à minimiser l'impact de la pop culture et à voir ça comme une sous-culture, alors que ça fait entièrement partie de nos vies et que c'est parfaitement noble et que ça n'a rien de ridicule ou de juvénile de garder ces trucs-là dans notre tête quand on avance. Et si ça peut vous donner de la force quand vous rentrez seul le soir ou même pour remplir votre fiche d'impôt, j'en sais rien, ça peut être à n'importe quel moment, invoquer ces personnages-là. C'est une forme de spiritualité culturelle que je trouve hyper intéressante et hyper riche. Et je suis heureuse d'avoir réussi à en faire une partie de ma carrière. Voilà, donc ceux qui doutent encore de la pop culture, est-ce que vous avez des questions? Et si oui, est-ce qu'on a un micro? Oui, on a un micro juste là, regarde. Merci. Alors, moi, j'ai une question. Alors, on dirait pas, mais en fait, c'est une question en rapport avec un truc que j'ai eu dans le livre. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser le syndrome de l'enfant spécial, selon vous? C'est une très, très bonne question. C'est une très bonne question, parce que je suis passée par là, évidemment. Malheureusement, je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre de façon honnête, parce que je suis sur une scène, là, et j'ai des livres à mon nom. Donc techniquement, je suis encore en train de jouer l'enfant spécial. Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'il y a une partie de moi qui joue encore de ce fantasme-là, et j'ai réussi à avoir un peu toujours ce petit projecteur sur moi, et je pense que clairement, ça vient de là. Après, la communauté aide beaucoup. Et vraiment se confronter à d'autres créateurs, à créatrices, à d'autres personnes qui ont les mêmes passions et se rappeler que justement, on n'est pas les seuls à traverser ces trucs-là. Moi, j'ai commencé ma carrière sur Mademoiselle il y a 15 ans, 20 ans, en 2008.
C'était il y a fort Ça va longtemps. faire 20 ans, ouais. Et j'ai commencé à raconter des choses sur ma vie en me disant, comme ça, les gens ils vont voir à quel point je suis spéciale et unique et pas comme tout le monde. Et en fait, à force de voir des réactions des gens qui disaient « Oh putain, je pensais être la seule personne, merci d'en parler », au début, je détestais ça, parce que je me disais « Non, pas comme moi, c'est pas vrai ». Je me suis rendu compte que ma force, elle était là aussi. C'était pouvoir dire est-ce que vous aussi ça? Ah, ok, cool. Eh ben, on va faire une ronde et on est tous ensemble et c'est génial. Et ça m'a vachement aidé à me décentrer et à bien garder en tête que je ne suis pas la seule personne à qui il arrive toutes ces choses-là. Loin de là. Et heureusement. Heureusement, putain, ouais. Est-ce que vous avez une autre question? Bonjour. Est-ce que tu as vu Pluribus? Non, pas encore, parce que je Mince. sais que ça fait partie des séries qui ont besoin de mon attention. Ok. Et sur lesquelles il ne faut pas que je sois sur mon téléphone en même temps. Donc j'attends d'avoir un moment où je sais que je pourrais lui donner toute mon attention. Parce que j'en ai entendu que du bien. Ben, je te le conseille. Et j'adorerais t'entendre parler de la série pour savoir ce que le personnage principal t'évoque. Bah, une prochaine fois, j'espère. Et sinon, il y aura mon Patreon. Voilà. Comment ça marche, Patreon? Il y a 2 tiers d'abonnement. Il y a la newsletter de l'horreur qui passe en revue toute l'actualité de l'horreur sur grand et petit écran tous les dimanches, sans exception, sauf Noël et Nouvel An. C'est vraiment les 2 moments de l'année où je ne la fais pas parce qu'il n'y a pas d'infos. C'est 2 € par mois pour 4 numéros, plus des épisodes de podcast de temps en temps. C'est plus des notes vocales que des épisodes de podcast. Hein. On va se calmer sur la production. Et des éditos enflammés sur le sujet de l'horreur qui a fait vibrer mon cœur cette semaine-là. Et après, il y a la formule complète qui est à 6 €, où là, il y a mes récaps lecture, tous les trucs que je regarde, les playlists du mois, les vidéos YouTube que je regarde, les billets d'humeur comme à l'ancienne sur les blogs, etc. Donc voilà. Donc oui, c'est payant, car j'ai un loyer et un enfant à nourrir, mais j'ai essayé de faire des prix assez raisonnables, parce que je me dis 2 € par mois pour 4 numéros plus des podcasts, c'est quand même pas mal. Voilà. Bah, surtout et j'adore faire cette newsletter. Je suis trop heureuse de la faire. C'est vraiment ma meilleure décision professionnelle, je pense. Tout simplement. Abonnez-vous. C'est sur le Patreon de Taous. Voilà. Une question, on voit rien en fait. Si vraiment il y en a une, levez la main haut parce qu'on voit rien. Et soyez pas timide. Hein. Oh là, ça fait du bien. Il y a une question là. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à la représentation des maladies mentales, notamment. Donc là, on a vu avec un extrait sur la schizophrénie qui a été métaphoré du coup par une bête ou un animal qu'il faut avaler, ou le fait que ce soit la sœur qui l'avale pour prendre en fait en charge la pesanteur mentale de sa sœur. Est-ce que vous pensez que... parce que moi, je trouve qu'il y a un grand manque d'éducation à l'écran par rapport aux maladies mentales, qui impacte du coup le quotidien. Quand dans le quotidien on est face à de la maladie mentale, on a tendance à ne pas la déceler ou la voir à temps ou assez tôt parce qu'elle est mal représentée, et c'est souvent représenté comme métaphoré ou avec un extrême ou un moment culminant d'une maladie mentale, alors qu'en fait il y a des horreurs, il y a des petites horreurs au quotidien avec ce sujet-là. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de passer par la métaphore ou l'horreur ou la fiction pour la représenter, ou est-ce qu'il y a un cinéma de demain qui peut montrer aussi, qui peut l'inclure dans une réalité plus directe, tout en faisant comprendre que cette réalité-là reste horrifique? Je suis complètement d'accord, ça fait partie des angles morts de l'horreur, la maladie mentale, le validisme aussi beaucoup. Même si j'ai tendance à penser que l'horreur n'a pas pour responsabilité de nous offrir des représentations réalistes ou positives. Justement, elle doit se poser en soupape, où on peut se permettre des choses, on peut aborder des tabous et on peut se dire « Ah ouais, bah ça me fait peur ». C'est pas justifié, mais ça me fait peur. Mais à côté de ça, il faudrait qu'on ait autre chose qui le fasse mieux pour justifier qu'il y ait ce balancier-là. Et le problème, c'est que pour l'instant, en termes de maladie mentale et de handicap physique, on a beaucoup de représentations assez négatives, ou alors des mélodrames à 2 balles qui sont très complaisants. À côté de ça, j'ai lu c'est une petite parenthèse, j'ai lu une étude récemment sur le lien entre l'empathie pour les maladies mentales et le public qui regarde des films d'horreur, où en fait on pourrait penser
que quand on a comme fenêtre principale sur les maladies mentales le cinéma d'horreur, on en a une vision qui est absolument atroce parce que la schizophrénie, ça fait super peur dans les films d'horreur. Il y a toujours ce truc de attention les échappés de l'asile. Et à côté de ça, l'étude a prouvé qu'au contraire, le public de films d'horreur est beaucoup plus capable de faire la différence entre une représentation à l'écran et une personne malade mentale dans la vraie vie, et a bien conscience que, c'est pas la même chose, et en plus, ils ont eu un sens de l'empathie qui est plus développé que le public des autres films. Donc, je pense que c'est pas une réponse à tout, c'est pas le cinéma d'horreur qui va nous rendre tous plus ouverts et plus malins sur la question de la maladie mentale, mais il y a une responsabilité qui est partagée et sur laquelle je pense qu'il y a un gros travail à faire. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus dans les films d'horreur de ces derniers temps, il y a beaucoup de trucs autour de la maladie mentale qui sont abordés de façon plus fine, avec plus de nuances, et où c'est souvent les protagonistes qui sont malades mentaux et pas les antagonistes. Et donc voilà, je pense que c'est en train d'avancer parce que dans la société, on est en train d'avancer sur la question. Après, je trouve que c'est cool aussi qu'on se garde une partie de on a le droit de dire que ça fait peur, du moment qu'on fait le taf à côté et que ce n'est pas la seule représentation qu'on a. Par exemple, pour la schizophrénie, effectivement, on a essentiellement des films d'horreur qui représentent ça de façon hyper caricaturale, alors que ça n'a rien à voir. Mais ça, je trouve que les réseaux sociaux ont vachement aidé pour ça, par exemple, parce que je suis tombée sur plein de vidéos de personnes atteintes de schizophrénie qui expliquent au quotidien ce que c'est vraiment la schizophrénie, et ça n'a, mais alors, rien à voir avec Split, par exemple. Ah oui, non, mais là, on est sur un tueur en série, là. Voilà, exactement. Donc ce truc de genre, tu claques des doigts et d'un coup je suis une petite fille de 8 ans, c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, donc je pense qu'il y a encore vraiment des progrès à faire sur le sujet, mais c'est un sujet que je trouve hyper intéressant et enrichissant, et je pense qu'on va vraiment, d'ici quelques années, on va arriver à se détacher de pas mal de vieux trucs. Déjà les échappés de l'asile, c'est bon, c'est fini quoi. On a fini avec ce cliché de merde. Enfin, j'espère. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dimanche, pareil, dans le cadre du travail autour de l'expo et dans le même, ma belle brochette d'invités de gens que j'aime bien et dont j'aime le travail qu'on a fait venir à l'expo, on avait Jean-Victor Blanc qui était là dimanche, qui est psychiatre et qui parle de son métier à travers la pop culture. Et il a sorti 2 livres géniaux sous la bannière Pop and Psy. Il a aussi il organise tous les ans en octobre un festival à Paris autour de la santé mentale, toujours par le prisme de la pop culture, où il va parler aussi bien de Britney Spears, de Kanye West, de films, de séries, de chansons, de peintres, etc. Et il fait un travail hyper intéressant sur non seulement comment des personnages célèbres, des stars qu'on a suivis, ont subi des maladies mentales et comment on peut les repérer en les suivant, et aussi qui donne des espèces de petits tips que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux aussi, non pas pour s'auto-diagnostiquer, parce que ça c'est pas un truc qu'il faut faire et il faut s'adresser à un personnel qui est formé, mais en tout cas des espèces de red flags, de choses à voir chez soi ou chez ses amis, justement pour faire ce dont tu parles et essayer d'aider en fait. Et je finirai en parlant d'une série géniale qu'on a présentée à Sérimania l'année dernière, qui s'appelle Empathie, qui est une série canadienne créée par Florence Lompré et qui parle du quotidien d'un hôpital psychiatrique et qui raconte la santé mentale avec un prisme tragicomique, assez magnifique. Et c'est une très très belle série, elle est sur Canal+. Et on a le temps pour une dernière question. Et juste là, oulala, quelle énergie. Ah non, bon. Je vous jure que là, si ça avait été un mec et une meuf, jamais elle aurait dit vous étiez là en premier. Jamais. Et on a quelqu'un ici, il faudrait un micro. Bonjour. Je ne sais pas si on se dit vous, tu. Ou tu. Tu as commencé ta carrière avec un pseudo masculin, donc Jack Parker. Moi, j'étais là depuis l'époque de Mademoiselle. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu as choisi un patronyme masculin et qu'est-ce qui a enclenché ce déclic de dire non, en fait, maintenant, je suis autrice, je m'appelle Taous Merakchi et donc je me revendique comme telle? Alors, le pseudo a commencé parce qu'on en revient toujours à mon âge. À l'époque, sur Internet, personne n'utilisait son vrai nom. Il fallait surtout pas donner son vrai nom aux gens sur Internet. Donc, on avait tous des pseudos. Et donc j'étais membre du forum Mademoiselle sous ce pseudo-là, et quand j'ai commencé à écrire, je l'ai gardé. La raison pour laquelle c'était masculin et anglo-saxon, c'est parce que je voulais pas qu'on me juge en fonction de mon genre et de mes origines.
Et au fur et à mesure de ma carrière, étant devenu quelqu'un qui était reconnu et qui commençait à publier des trucs, je me suis dit, je vais plus pouvoir trop le cacher que je suis une femme maghrébine, donc autant l'assumer. Et la raison pour laquelle j'ai commencé à utiliser mon vrai nom, c'est parce que j'ai fait Mortel, donc le podcast qui parle de la mort de mon père. Et ça, c'est pas l'histoire de Jack Parker, c'est l'histoire de Taous Merakchi. Donc j'aurais trouvé ça vraiment stupide de faire ce confessionnal et de parler de ces trucs aussi intimes en disant bonjour, c'est Jack Parker. C'est non. C'était Jack Parker de mademoiselle.com, c'était une autre époque. Et après, donc, j'ai utilisé mon vrai prénom pour ça, et je me suis dit, tant qu'à y être, autant le garder maintenant, surtout qu'il y a ce devoir de représentation aussi, où moi, j'avais pas des Taous Merakchi qui faisaient ce que je fais aujourd'hui quand j'étais petite. Donc je me dis, si je peux être la représentation d'une gamine qui regarde et qui fait « Ah, mais donc on peut s'appeler comme ça et faire ça ?» je peux pas me cacher derrière un pseudo éternellement, j'en ai plus besoin, en plus c'est bon, j'ai fait mes preuves, ça va, merde. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait vraiment ce truc de je veux pas qu'on me lise en disant ah, elle dit ça parce que c'est une fille, ou elle dit ça parce qu'elle est algérienne. Et puis quand bien même ce serait le cas, et alors, voilà. Ouais. Ça nourrit forcément ce que je fais, donc pourquoi le cacher? Complètement. Voilà. Allez, on va se dire qu'on n'a pas vu l'heure. Vas-y, pose ta question parce que c'est vraiment trop gentil, puis après on va arrêter. Merci. J'avais une question. Je ne regarde pas du tout d'horreur en série et je voulais savoir si le genre horrifique était avant-gardiste en termes d'écriture de personnages féminins, ou si c'était il y avait encore beaucoup d'efforts à faire, ou il y avait des personnages ultra puissants et affirmés en horreur. Alors oui, vraiment, justement, moi c'est dans l'horreur que j'ai trouvé les premières représentations positives. Ça ne veut pas dire que c'est un genre sans faute, parce que c'est quand même un genre qui a été essentiellement écrit par des hommes pendant très très longtemps. Mais les femmes ont toujours été dans l'industrie, elles en ont toujours fait partie. Parmi les premières réalisatrices de films tout court, il y avait des réalisatrices de films d'horreur, jusqu'à ce que les hommes réalisent que le cinéma c'était lucratif et qu'ils disent ça dégage, on garde ça pour nous. Mais oui, justement, on est une grande majorité de fans féminines de films d'horreur à aimer ce genre en grande partie parce que c'est là qu'on voyait des meufs qui tabassaient et qui survivaient et que c'est les hommes qui se font découper en charpie. Alors certes, il y a quelques femmes qui y passent aussi, mais à la fin, c'est les femmes qui triomphent souvent, et souvent contre une figure masculine qui incarne quelque chose qu'on connaît, et vraiment la peur d'être traqué quand tu marches la nuit, c'est un truc féminin, c'est pas un truc de mec. Donc on est beaucoup à se retrouver là-dedans, et dans les séries aussi, on en a plein des héroïnes. Pour moi, c'est une fois arrivé à l'âge adulte et que les gens ont commencé à me dire « Ah, mais c'est pas un truc de mec d'aimer l'horreur » que je me suis dit « Mais il y a vraiment des gens qui pensent ça ?» Parce que je trouve ça tellement féminin comme genre que ça m'a toujours paru assez fou. Donc voilà, c'est un genre qui clairement parle à tous les humains à bien des égards, mais il a ça en plus que je refuserai toujours qu'on dise oui, mais quand même, c'est beaucoup de femmes à poil qui se font tuer. Oui, d'accord, ça c'est la lecture niveau 1 de l'horreur, mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Et il y a plein de femmes qui y trouvent quelque chose de puissant et d'inspirant là-dedans, et il ne faut pas le jeter à la poubelle pour ça, quoi. Voilà. Alors, deux choses. La première, c'est que là, enfin, tu vas faire une dédicace, j'arrive pas à montrer le truc. Donc, il y a une dédicace de prévue grâce à notre partenariat avec le Furet du Nord. Si vous voulez faire signer le livre de Taous Monstrueuse, mais que vous ne l'avez pas, il est dans la boutique juste derrière vous. Donc ça, c'est pour info. Et Taous est encore avec nous demain. Pauline vous en parlait tout à l'heure pour la nocturne. Donc ce sera ici, c'est à partir de 21h. Il y a notamment des jeux de loup-garou, des parties de loup-garou. Il va y avoir une espèce de jeu chasse au trésor / escape game dans l'expo. Et Taous sera sur cette scène pour vous lire une histoire d'horreur comme elle le fait dans Feu de camp, qui est sur Énergie. Voilà. Donc, merci beaucoup, Taous, d'être venue. Merci à toi. Trop chouette. Merci beaucoup.